Alors ce que je vous propose, pour essayer de rendre un peu plus dynamique cette présentation, c'est de commencer par une petite activité, on va dire, collaborative. Alors si vous scannez le QR code juste ici, vous allez aller sur un site, il n'y a pas besoin de télécharger l'application, il n'y a rien à faire. Vous allez juste arriver sur une page et il vous sera posé une question. Et on va pouvoir voir les résultats en direct de vos réponses à cette question sur l'écran. Alors, est-ce que vous arrivez sur une page où on vous pose la question de quel est le mot-clé pour vous quand on parle d'art et de ruralité? Tout le monde arrive bien sur cette page? Eh bien, je vous laisse mettre, selon vous, le mot-clé. Essayez de vous astreindre à un mot. Si c'est 2 mots, c'est pas très grave. Mais l'idée, c'est d'avoir un mot-clé qui, selon vous, fait le lien entre art et ruralité et le point d'inflexion entre ces deux notions. Alors voici en direct les mots que vous avez notés. Alors je vois fédérer, participation, rencontre, sociabilité, accessibilité. Des mots qui font écho à la présentation que je vais vous faire, donc c'est bien, on entend bien les mêmes choses sur ce sujet. Alors vous avez ensuite une deuxième question rapide où vous pouvez dire, en fait c'est les questions que je me suis posées et que je vais traiter dans cet exposé. Comment est-ce qu'on peut développer la créativité des artistes en stimulant leur lien avec les territoires? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut faire pour une pratique managériale ou une pratique d'organisation qui pourrait être intéressante pour entretenir des liens entre les artistes et le territoire? Alors oui, on retrouve l'idée des résidences d'artistes, tout à fait, c'est quelque chose qui revient assez souvent. L'organisation d'ateliers, de masterclass, tout à fait. Alors je remettrai les résultats de ce petit sondage collectif aux organisateurs avec grand plaisir. Selon vous, quand est-ce qu'il faut intégrer la population locale quand on pense à un projet artistique, quand on veut constituer une offre artistique sur un territoire rural? Quel est le bon moment pour intégrer la population locale dans les réflexions, dans les décisions? Alors, dans la phase de conception, c'est vraiment au tout début des projets. Dans la phase de réalisation, c'est quand on construit l'offre. Dans la phase d'exploitation, c'est quand on la développe. Et puis, la phase d'évaluation, c'est celle où on a un retour de la part des gens qui ont été publics de cette offre. Ou non, d'ailleurs. Donc, je vois pour une large majorité d'entre vous, on peut les intégrer dès la conception. Et c'est notamment un point sur lequel je vais revenir dans la présentation. Et puis enfin, dernière question que je voulais vous poser. À votre avis, quel rôle peut jouer les populations locales dans la constitution d'un projet artistique? Est-ce qu'ils sont seulement publics? Est-ce qu'ils peuvent être aussi évaluateurs? Est-ce qu'ils sont décideurs? Est-ce qu'ils ont le droit à prendre part dans la sélection des œuvres? Est-ce qu'ils peuvent être ambassadeurs? C'est à eux de faire la promotion ensuite de l'offre qui est constituée. Est-ce qu'ils peuvent être bénévoles, accompagner les artistes dans la réalisation de leur œuvre? Et est-ce qu'ils peuvent être aussi financeurs? Alors je vois que c'est intéressant, il y a des dynamiques, ça évolue. Et je vois que l'idée d'ambassadeur et de bénévole revient assez fréquemment. Très bien, je vous laisse encore une petite seconde et ensuite je reprends la présentation. Merci de votre participation. Donc oui, on voit bien l'idée de rôle de bénévole et d'ambassadeur. Et puis on voit pour une partie d'entre vous aussi assez importante le rôle de décideur. Ils peuvent avoir un rôle dans la sélection des œuvres qui seront mises ensuite en place sur le territoire. Je vous remercie. Alors quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet dans le cadre de mon travail de recherche doctorale, dans la recherche scientifique, on aime bien commencer par regarder ce qui a déjà été dit sur un sujet. C'est quand même bien de ne pas réinventer à chaque fois tous les concepts. Donc la première chose dans laquelle je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, de tout temps, l'idée d'utiliser, de s'appuyer sur la culture pour développer un territoire a toujours existé. Mais il y a quand même un modèle qui est né avec la désindustrialisation et qui est devenu un modèle assez récurrent. Et on le voit assez souvent dans la littérature, notamment sur des études de cas pour le cas de la ville de Liverpool, notamment. Alors, je ne vais pas m'attarder très longtemps, mais juste pour vous dire qu'elle a longtemps été dans les 5 premiers ports britanniques en termes d'activité. Et puis, elle a perdu 70% de son emploi industriel en 20 ans, avec toutes les conséquences sociales que vous pouvez imaginer. Et puis, du coup, l'apparition de friches industrielles sur le bord de mer, ce qui a posé beaucoup de questions. Et quand les pouvoirs publics se sont emparés de la question, ils se sont dit qu'ils allaient raser, tout simplement, toutes ces usines désaffectées. Et là, ils ont vu une opposition assez vive de la part de la population qui s'est dit que dans ces usines, s'était joué beaucoup de luttes sociales, beaucoup de combats politiques, et qu'il était terrible de se séparer de ce patrimoine-là. Et donc, ils ont eu l'idée de garder une partie des bâtiments et d'en faire des musées
pour raconter justement ces luttes sociales. Et puis de faire un mélange assez étonnant entre une architecture contemporaine et une architecture plus classique. Alors, ils ont organisé des grands événements et des grandes attractions, et puis ils ont eu le statut de capitale européenne de la culture en 2008. Alors, c'est loin d'être un cas isolé, hein, le cas de la ville de Liverpool. On voit ça dans beaucoup de villes. Hein. Le cas de Bilbao en Espagne est assez saillant. Le cas de Baltimore ou de Philadelphie aux États-Unis. Et puis, progressivement, eh bien, les territoires ruraux se sont emparés de la question et se sont dit, on va essayer de répliquer ce type de modèle. Alors, comme ça, intuitivement, on se dit qu'on ne peut pas trop transposer ces modèles-là urbains sur des territoires ruraux. Vous allez me dire, je pense que c'est assez pertinent, assez intuitif. Et en fait, quand on s'intéresse un peu au modèle qu'il existe de développement culturel territorial, on voit qu'il y a principalement deux grands modèles. Un premier qui s'appelle qu'on a dit le coupé-collé du modèle Bilbao. Alors, c'est pas copier-coller, c'est coupé-coller, puisqu'en fait, quand on le recopie, on perd la dynamique qu'il y avait sur le territoire d'avant. C'est-à-dire que quand Liverpool se lance dans des grands travaux culturels, dans des grands événements, ils sont très attractifs pendant quelques années, puis ensuite, c'est une autre ville qui le fait. Et du coup, on perd l'attractivité. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein. Ce modèle il repose sur des gros investissements, sur la mise en place de grands événements, sur la rénovation du patrimoine immobilier, la création de nouveaux quartiers, une gouvernance très centralisée avec une forte implication des pouvoirs publics. Et puis le but c'est de faire de l'accumulation d'offres et d'avoir une offre assez diversifiée. Là, les freins, les problèmes, c'est qu'on a souvent des conflits entre les acteurs. On peut avoir un rejet de la population locale, partiel ou total. On a une durabilité qui est remise en cause, hein, comme je vous le disais, avec le principe de reproductibilité. Ces modèles-là sont reproductibles et donc on peut avoir une durabilité assez courte. Le second modèle est plutôt un modèle de redynamisation plurielle, où là l'objectif c'est pas de concentrer l'offre sur un point du territoire, mais plutôt de la répartir et d'essayer de valoriser ce qui fait les spécificités du territoire, donc son histoire, sa culture. Et donc là, l'objectif, c'est que la population se l'approprie, d'avoir une gouvernance ouverte, où les acteurs peuvent prendre part aux décisions au gré de leurs envies et au gré de leur disponibilité. Et puis d'avoir une offre cohérente et spécialisée cette fois-ci. Alors là, le risque, c'est d'avoir une faible participation des acteurs, d'avoir une coordination complexe, puisqu'ils ont des objectifs parfois concurrents, et puis une visibilité parfois assez faible de ces projets. Alors, juste pour résumer, le premier modèle, du coup, il vise à faire un effet de masse. L'effet de masse, c'est comme quand vous allez dans un magasin et que vous voyez une pile d'oranges. Ça vous fait rentrer l'idée dans votre esprit qu'il y aura toujours des oranges dans ce magasin. Quand on empile de la culture sur un territoire, on se dit « il y aura toujours quelque chose à faire là-bas ». Donc c'est cette idée-là qui est dans le premier modèle. Et puis l'autre, c'est plutôt l'idée de cohérence, l'idée d'avoir des offres qui se parlent, qui sont complémentaires. Et donc, en résumé, on a deux modèles. On a un modèle qui serait plutôt le développement des territoires par la culture. On utilise la culture comme moyen pour se développer. Donc là, c'est plutôt le modèle urbain. Et puis ensuite, un développement de la culture sur le territoire. Et donc là, c'est plus un moyen de se développer, c'est vraiment l'enjeu, développer la culture. Et là, c'est plutôt un modèle qui serait proche de ce qu'on voit sur les territoires ruraux. Alors, je vous embête un dernier moment avec de la recherche scientifique et après je passe au cas. Nous, on s'est posé la question de pourquoi développer l'art et la culture sur un territoire rural. C'est une question qui est légitime, hein. Et on a trouvé un ensemble de réponses assez intéressantes. Donc promouvoir le territoire, démocratiser l'accès à la culture, bien sûr, renforcer le lien social, diversifier l'offre touristique, développer le tissu économique local, attirer des touristes, des résidents et des entreprises, et puis sensibiliser aux impacts environnementaux. Et dans la littérature, eh ben ça se retrouve sous forme d'effets. On a un très bon chercheur à l'Université de Grenoble qui a proposé une classification des effets que peuvent produire la culture sur un territoire. Et puis dans mon travail de recherche avec mes collègues, on a réussi à ajouter 3 effets. Donc en plus de l'effet d'innovation, de filière, l'effet sur les ressources humaines, sur l'image du territoire, sur l'intégration sociale, sur la création de nouveaux produits, eh bien on a trouvé un effet environnement. Les projets artistiques peuvent permettre de parler des problématiques environnementales. Un effet citoyenneté, en donnant la possibilité aux habitants de prendre des décisions publiques. Et puis un effet patrimoine avec la promotion de l'histoire locale. Alors ça, c'était pour la partie un peu plus théorique. On rentre dans le vif du sujet. Donc j'ai pu étudier assez amplement 2 cas sur plusieurs semaines, en immersion totale. Et je vais vous en parler de ces 2 cas. Le premier, c'est la VIAPAC, la Voix pour l'art contemporain. Juste comme ça, à main levée, est-ce que quelqu'un la connaît ? Oui ? Merci. Donc la Voix pour l'art contemporain, elle a été créée en 2011 sur un projet Interreg, donc des projets européens entre des régions transfrontalières. Et c'est un itinéraire qui s'étend sur plus de 200 km.
avec 25 œuvres disposées entre la France et l'Italie sur cet itinéraire. Alors on a un budget total de 1,8 million d'euros, ce qui est assez conséquent, et on n'a pas de mesure de la fréquentation de cet itinéraire. Ils n'ont pas décidé de faire de mesure, et on n'a pas réussi à en faire nous. La seconde chose, le second cas, c'est le cas du festival Horizon Art Nature. Alors peut-être que celui-là vous parle plus, est-ce que quelqu'un le connaît ? Merci. Merci. Alors le festival Horizon Art Nature, lui, il a été créé en 2007, et quand moi je les ai étudiés les deux en 2018, et ben en fait on était après sur le même budget, puisque c'est 150 000 euros par an pendant 11 ans, 1 650 000, et 1,8 million, donc au total on est après sur les mêmes budgets, à l'époque où je l'ai étudié. Et donc là c'est assez différent, puisqu'en fait ils diffusent un appel à projet, alors à cette période-là, fin février, début mars, et ensuite tous les artistes peuvent se proposer, internationaux, nationaux, et ils reçoivent ensuite, en fait, ils sont sélectionnés par un comité mixte. Alors c'est ça aussi la grande différence entre ces deux cas, c'est que dans un cas, c'est des professionnels de la culture qui choisissent les œuvres, et dans un cas, c'est un comité mixte avec des habitants, des élus, des professionnels de la culture, mais aussi des professionnels de tout secteur. Voilà. Et ils sont une vingtaine avec généralement une personne à forte notoriété qui préside le comité de sélection. En 2018, quand je l'ai étudié, c'était Marion Cotillard qui présidait le jury. Donc voilà, donc un budget de 150 000 euros et là une estimation à 220 000 visiteurs. Alors le territoire sur lequel est réalisé cet événement, il regroupe 10 000 habitants sur 20 communes. 10 000 habitants, 20 communes. En 3 mois, ils arrivent à attirer 220 000 personnes. Sacré défi, sacré enjeu. Et pour vous donner une idée aussi, 150 000 euros, c'est à peu près 10% du budget de la communauté de communes. Ce qui est assez conséquent aussi. Et ce qui a été assez dur aussi à faire accepter aux administrés. Alors, la première question que je vous ai posée dans mon questionnaire, c'était comment développer la créativité des artistes en stimulant leur lien avec le territoire. Et bien, la première chose qu'on a observée, c'est qu'il est essentiel, quand on veut créer un projet artistique, quand on veut lancer une dynamique artistique sur un territoire rural, de faire un diagnostic de ce qui existe déjà. Ce qui a été intéressant dans le cas du Festival Horizon Art Nature, c'est qu'ils ont fourni à tous les artistes qui voulaient créer un recueil de toutes les histoires et légendes qu'il y avait sur le territoire. Et puis aussi des fiches descriptives de différents lieux, une quarantaine, où on expliquait comment est-ce que ce lieu était constitué au niveau de la flore, de la géologie, de la faune, des histoires des histoires et des légendes. Et donc ce qui était assez intéressant, c'est que quand on fournit ce type de recueil à des artistes, eh bien ils s'en inspirent. Et ensuite ils créent des choses qui sont vraiment en lien avec le territoire et vraiment intéressants. Alors ici c'est un festival de land art, donc c'est assez logique. Et puis un élément central qu'on a vu quand on a interrogé des publics, ils nous ont dit ce qui est beau, ce qui est magnifique dans ce festival, c'est qu'on mélange de la création artistique, de la culture et de la nature. Toutes les œuvres se fondent dans le paysage. On sort la culture des lieux traditionnels, on sort la culture des musées et on la met dans la nature. Et ça a beaucoup plu. C'est ce qui fait une des grandes forces de ce festival. Donc le premier message que j'aimerais passer, c'est qu'il est essentiel, quand on développe un projet de territoire sur un territoire rural, de prendre en compte les ressources de ce territoire. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce territoire? Qu'est-ce qui fédère les acteurs? Qu'est-ce qu'on veut valoriser ensemble? Qu'est-ce qui fait notre identité, en somme? Ensuite, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est comment favoriser les partenariats entre les entreprises et associations. Et alors là, c'est assez intéressant dans le cadre du Festival Horizon Art Nature. Il y a une entreprise qui s'appelle 106 Sport Nature et qui propose des balades en vélo avec un GPS intégré, donc vélo à assistance électrique ou non. Et dans le GPS, ils se sont dit, on va intégrer les œuvres du festival et on va faire un itinéraire pour en voir un maximum. Et alors ce qui était vachement malin, c'est qu'en fait, des gens qui venaient pour une activité sportive à la base, faire du vélo, se sont retrouvés à pratiquer une activité culturelle. Puisqu'on leur a dit, tu peux passer par là avec le GPS. Et ça les a incités. Et à l'inverse, des gens qui venaient pour pratiquer une activité culturelle, on leur a dit, tu peux aussi le faire en vélo. Et ils se sont retrouvés à faire une activité sportive. Et là, on a trouvé quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. On a aussi l'exemple de l'art en chemin dans le cadre de la Viapac. C'est une association super intéressante qui mobilise des professionnels de la culture et généralement des gens dans des écoles d'art pour former des guides, des commerçants à savoir parler de l'art et des œuvres qu'il y a autour de chez eux principalement. Et alors ça a vachement bien marché puisque du coup les guides du coin, les guides touristiques du coin, maintenant quand ils passent devant une œuvre avec leurs clients, eh ben, ils leur racontent l'histoire de l'œuvre. Donc c'était intéressant au niveau des présentations et des formations spécifiques à l'art. Et puis, ce qui était vachement intéressant aussi, c'était que dans les deux cas, on associe des œuvres pérennes, des œuvres qui restent sur le territoire à l'année, et puis des œuvres qui sont temporaires. Alors, dans le cas de la Viapac, c'est particulièrement intéressant, puisqu'en fait,
quand on a un festival ou un événement qui est ponctuel, n'importe qui vient sur le territoire n'est pas au courant qu'il y a cet événement. Par contre, si vous laissez une trace physique de l'événement, et bien là tout de suite on peut s'interroger, qu'est-ce que c'est que cette sculpture, qu'est-ce que c'est que cette création, d'où ça vient, et ensuite on découvre le festival et les événements qu'il y a autour. Donc le deuxième grand message, c'était croiser les activités, mélanger des projets artistiques avec l'industrie, avec l'agriculture, avec le sport, avec tout ce qui fait la richesse du territoire. Ensuite, comment pérenniser l'offre qu'on constitue? On fait un projet artistique, on crée une offre, puis comment est-ce qu'on la fait tenir dans le temps? Alors il y avait bien sûr le fait d'obtenir des labels nationaux et internationaux, le fait de mêler des artistes internationaux qui ont une forte visibilité, une forte notoriété, et des artistes locaux qui vont faire vivre les projets à l'année, qui vont faire vivre l'offre. On voit aussi qu'il est important de répartir l'offre sur le territoire. Je vous ai dit 10 œuvres sélectionnées pour le festival Au Réservoir Nature chaque année, 20 communes. Alors si certaines communes ne récupèrent jamais une œuvre sur le territoire, il peut y avoir des conflits qui vont se créer. Et alors là, ce qui est vachement intéressant, c'est que naturellement, avec des comités de sélection mixtes, on est arrivé sur une répartition assez équitable des œuvres sur les 20 communes. Vous voyez une petite carte ici, je pense qu'elle est trop petite, mais vous pouvez la retrouver dans mes travaux de recherche. Vous avez aussi le fait de mettre en place des systèmes d'ambassadeurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu, hein, le rôle de la population est vraiment central. Si la population ne s'approprie pas le projet, elle n'en fera pas la promotion et les visiteurs ne seront pas amenés à facilement connaître ces démarches. Voilà, donc ce qui était important pour pérenniser, c'est bien sûr de communiquer sur les projets et de mesurer l'impact. C'est une condition sine qua non au renouvellement des financements. Si vous ne communiquez pas sur ce que ça a produit votre offre, si vous n'expliquez pas, si vous ne mesurez pas, il peut y avoir des oppositions assez rapidement. Voilà, et puis enfin le dernier point, c'était comment et quand intégrer la population locale. Alors on a découvert ce processus-là pour le développement d'un projet artistique, et on a mis en avant dans mon travail de recherche doctorale 2 phases très importantes. L'avant-projet, où on a dit qu'il était essentiel de faire un diagnostic, et la phase de pérennisation, celle dont je vous ai parlé juste avant. Et donc comment intégrer la population locale? Je pense que tout mon message, tout ce que j'ai à dire aujourd'hui peut être résumé dans cet exemple-là. Donc je vais prendre une petite minute pour bien vous l'expliquer. Alors ici, vous avez une œuvre qui a été installée au Vernay, donc en France, près de Digne-les-Bains. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, il y a une petite plaque ici, avec écrit 0 mètre. Vous connaissez cette œuvre? Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'artiste explique que si vous étiez un peintre qui venait regarder cette cascade, vous feriez votre premier point de peinture à cet endroit-là. C'est ça la réflexion qu'il y a derrière. Alors il en a posé plusieurs, hein, des plaques comme ça, 0 mètre. On a pu interroger beaucoup de personnes qui vivaient autour, et des visiteurs aussi, des touristes. Et on leur a demandé, est-ce que vous avez entendu parler de cette œuvre? Est-ce que vous avez compris cette œuvre? Et alors là, on a été assez étonnés, notamment par des chasseurs qui nous ont expliqué qu'ils se servaient de cette œuvre pour calibrer leur fusil, pour régler leur viseur. C'est vous dire à quel point ça a été rejeté par certains habitants, cette œuvre. Et on a trouvé très souvent une confusion entre le coût total du projet, 1,8 million d'euros, et le coût de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disaient, cette œuvre a coûté 1,8 million d'euros. Parce qu'ils pensaient que le projet a coûté 1,8 million d'euros, donc cette œuvre a coûté 1,8 million d'euros. Ça aussi, ça engendre des problèmes. On a rencontré notamment un agriculteur qui nous a dit que pour le prix réel de l'œuvre, qui était en plusieurs dizaines de milliers d'euros, lui, il travaille 3 ans. 3 ans de son travail, c'était cette œuvre-là. Donc pareil, il y a une opposition qui se crée forcément. Si on n'explique pas l'art, si on ne montre pas l'intérêt, c'est compliqué. Et alors à l'inverse, c'est super intéressant du côté italien, dans la ville d'Esone. Alors Esone, c'est situé sur le col de l'Arche. C'est un point de passage privilégié pour les camions et les transporteurs entre la France et l'Italie, puisqu'il n'y a pas de péage. Et il y a à peu près 500 camions qui passent dans un sens tous les jours et 500 camions qui passent dans l'autre sens tous les jours. Et alors là, ils ont fait une réunion publique d'information. Ils ont dit, on a récupéré de l'argent de l'Europe, on va faire un projet artistique. Qu'est-ce que vous voudriez voir naître sur votre territoire? Ils ont fait venir des artistes. Et il y a eu des discussions entre les artistes et les habitants. Et là, les habitants ont dit, nous, on a une particularité, c'est qu'on est à côté d'un grand parc naturel où il y a beaucoup de cervidés. Et on a le problème que les gens s'arrêtent rarement pour aller voir le village et les cervidés. Et en plus, les camions et les voitures rentrent souvent dans les cervidés, et donc il y a beaucoup d'accidents. Double problématique. Et là, il y a un artiste qui s'est emparé de la problématique et qui s'est dit, ok, je vais faire des serres en taille réelle, en béton brossé. Et il en a fait une dizaine. Et alors c'est super étonnant quand vous arrivez depuis le col de l'Arche, puisqu'en fait, quand vous rentrez dans le village, au premier panneau du village, vous avez un cerf juste à côté. Vous ne pouvez pas vous arrêter, il n'y a pas d'endroit où vous arrêter, mais vous le voyez.
Alors vous dites, oh, c'est étonnant. Puis si vous l'avez pas vu parce que vous conduisez, quelqu'un vous dit, oh, t'as vu, il y avait un cerf. Et juste un peu après, il y a 2 cerfs à l'entrée du village. Alors on se dit, oh, faut qu'on s'arrête, faut qu'on aille les voir. Et là, ils ont été malins. Sur la place du village, en gros, il y a le parking, il y a une famille de cerfs. De grands, de petits, etc. Et alors des gens qui ne s'arrêtaient jamais à Isonnet se sont trouvés à s'arrêter sur le territoire, couper le moteur, aller faire des photos avec les cerfs. Et puis ils ont été malins, ils ont mis pas mal de spectacles des écoles d'art, des écoles du coin sur la place du marché. Il y a un marché et il y a le départ du sentier de randonnée pour aller voir les vrais cerfs. Et donc on a pu interroger des gens qui nous ont dit on pensait pas du tout s'arrêter ici. On a voulu faire une photo avec les cerfs, on a acheté quelques produits locaux, il y avait un petit spectacle et après on est monté voir les cerfs. Et au final on est resté 4 heures. Et ça c'était vachement intéressant. Donc je ne suis pas en train de dire que du côté français ou du côté italien on a été meilleurs l'un que l'autre. Hein. Il y a 25 œuvres, il y en a des plus ou moins intéressantes qui ont été plus ou moins acceptées et appropriées par la population. Ce que je veux juste te dire c'est que là on a pris en compte les attentes de la population. Là on a parachuté un projet sur le territoire. Voilà. Et ça a donné ces conséquences-là. Celui-ci, ça fait une dizaine de fois qu'il remplace la plaque. Ils n'ont pas osé le dire à l'artiste pour ne pas blesser sa fierté. Mais ils ont reproduit la plaque et ils l'ont remplacée fréquemment parce qu'à chaque fois, elle est percée par des balles de fusil. Donc il y a plusieurs façons d'intégrer les populations locales et de faire participer les gens. Donc une gouvernance ouverte, le fait de laisser les gens s'impliquer quand ils veulent. Les réunions publiques d'information, la constitution de comités mixtes de décision et puis le crowdsourcing. Donc le dernier point, c'était une gestion démocratique des projets. Voilà, donc je vous rappelle ces 4 éléments, donc valorisation des ressources territoriales, gestion démocratique des projets, croisement des activités, mesure et communication sur les impacts de l'offre. Et puis on peut voir qu'ils sont plus ou moins intéressants ces éléments à certaines phases du projet. Alors évidemment ils sont intéressants tout le temps, mais on voit que c'est particulièrement important de faire le diagnostic et de fédérer les parties prenantes dès le départ autour de ressources fédératrices. De constituer des comités de mix lors de la phase de réalisation, de croiser les activités quand on exploite et puis de pérenniser en communiquant bien sur les impacts. Voilà, je voulais conclure avec une petite touche liée à la Corse. Je fais une activité avec mes étudiants et avec des professionnels qui s'appelle la carte postale du futur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. On dessine soit à la main, soit avec des IA, soit si vous êtes très très bon avec des outils Photoshop, etc. Et vous imaginez quel serait votre territoire dans le futur. Alors moi j'ai mis un petit prompt ici, j'ai mis do me a postcard of a futuristic rural Corsica with a strong artistic dynamic. Et voici ce que ça me donne. Donc si je demande à une IA de me dire qu'est-ce que ce serait la Corse rurale avec une forte dynamique artistique dans le futur, voici ce qu'elle me propose. Alors je trouve ces images assez jolies, hein. L'IA je trouve qu'elle est assez douée maintenant. J'en ai fait d'autres, j'en ai fait 5 en tout. Je les trouve assez intéressantes. Alors ensuite, ce qui était intéressant aussi dans cet exercice, c'est qu'une fois qu'on a fait les images, on écrit derrière ce qu'on raconterait de nos vacances dans le futur à cet endroit-là. On écrit comme si on écrivait à sa famille. Je suis en Corse, dans le futur, il y a une super dynamique rurale, voici ce que j'ai aimé, voici ce que j'ai pas aimé, etc., etc. Et c'est vachement intéressant ensuite de confronter ces différents points de vue et de faire des scénarios pour le futur, et puis ensuite de voir quelles sont les visions que les habitants et les différentes parties prenantes peuvent avoir de leur avenir, de l'avenir de leur territoire. Bon, je vous remercie pour votre attention malgré l'heure avancée de la journée et les richesses des discussions précédentes. Et je suis disponible pour toutes vos questions. Merci Benoît Régent.